Martin Blachier, médecin de santé publique, épidémiologiste. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Leub dans l'émission Je veux savoir pour ce premier numéro et on va parler de l'hôpital et du système de santé en général et de ces crises qu'il traverse. Emmanuel Leub, on se connaît. Ouais. Tu es psychiatre. Tu as dirigé pendant 2 ans l'ISNI, qui est le syndicat des internes de France. Et aujourd'hui, tu es président de Jeunes Médecins. Tu peux nous expliquer un tout petit peu ce que c'est que l'ISNI, ce que c'est que Jeunes Médecins et qu'est-ce que tu as fait dans ces 2 associations? Alors déjà, ce sont des syndicats, ce ne sont pas des associations, ce qui a quand même une petite différence. Et puis donc effectivement, donc l'ISNI, c'est le syndicat des internes, donc, qui sont la représentation des étudiants en médecine de 3e cycle. Et donc en fait, c'est au moment de la spécialisation. Donc c'est le syndicat des internes de médecine. Exactement, au moment où en fait, on fait sa spécialité, Okay. Donc toutes les spécialités, chirurgicales, cliniques, etc. C'est quoi la différence avec Jeunes Médecins? Et Jeunes Médecins, c'est une fois que tu as fini ton internat, en gros tu es diplômé, tu as ce qu'on appelle le DES, et donc là tu deviens autonome dans ta pratique, et Jeunes Médecins, c'est pour tous les médecins autonomes dans leur pratique jusqu'à 10 ans après l'internat. D'accord, c'est 2 structures dans lesquelles tu t'es énormément investi. Et tu t'es investi sur quel type de sujet principalement? Alors au niveau des internes, on s'était pas mal investi sur la question du temps de travail et donc la nécessité de pouvoir tracer le temps de travail des internes parce qu'en fait il y a une problématique à la fois de quantité mais aussi de valorisation du temps de travail. Faut savoir qu'aujourd'hui les internes en médecine dans les hôpitaux ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur bien sûr, on le sait tous. Et on a aussi travaillé sur la volonté à l'époque du gouvernement de gauche de mettre en place des réseaux de soins, c'est-à-dire qu'ils voulaient que les mutuelles puissent contractualiser directement avec les médecins et dire aux patients, aux usagers de santé, vous allez voir plus tel médecin que ce médecin-là et vous serez remboursé différemment. Ok, juste, et du coup, dans les jeunes médecins, c'est un syndicat qui réunit tous les jeunes médecins. À partir de quand on est jeune, du coup? Mais en fait, jusqu'à quand on est jeune, je veux dire? En fait, jusqu'à 10 ans après que tu aies fini ton diplôme. Toi, par exemple, tu peux être jeune médecin. D'accord, à partir de 10 ans après qu'on ait fini son DES, tu veux dire? Exactement. Ok. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu que tu viennes pour nous parler un petit peu d'un sujet dont on parle de plus en plus avec la crise du Covid, c'est l'hôpital. Moi, j'ai quelques idées là-dessus, mais toi, tu as énormément travaillé, tu as été en contact avec tous les jeunes qui travaillent à l'hôpital. C'est pas peu dire qu'il y a une crise hospitalière en France qui a été grandement révélée par ce Covid. J'aimerais bien que tu nous dises, selon toi, quels sont les problèmes aujourd'hui à l'hôpital qui font que c'est une crise qui a l'air d'être sans précédent. Moi, j'ai plusieurs personnes avec qui j'ai discuté du sujet et qui me disent que ça pourrait quasiment être la mort annoncée de l'hôpital public. Enfin, il y a une réelle crise, une situation quasiment de désespoir de gens que je connais qui m'en parlent. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont, selon toi, les raisons de ça? On va dire aujourd'hui, le constat actuel, c'est qu'effectivement, pour notre génération, il est très difficile de pouvoir se projeter à l'hôpital public parce qu'au quotidien, l'impression qu'on en a, c'est une pressurisation permanente, c'est-à-dire de devoir faire son travail et la prise en charge de la population sur des contraintes qui ne sont pas celles pour lesquelles on est rentré dans les études de médecine, quoi qu'on en pense, c'est-à-dire des logiques vraiment de rentabilité, etc. Alors attends, juste ce que tu veux dire là, c'est qu'en fait, c'est une perte de sens. C'est-à-dire que les gens qui sont venus essayer de travailler à l'hôpital public, ils n'ont plus l'impression d'avoir le sens pour lequel ils étaient venus travailler ici. Et donc du coup, en fait, c'est une perte de repère, une perte de sens, ils s'y reconnaissent plus. Il y a ça, et puis il y a quand même, on va dire, une espèce de chape permanente imposée par les directions, les hiérarchies, puisque... Mais ça, je suis désolé, mais je vois pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, une chape permanente? Concrètement, ça veut dire que quand tu es dans ton service, en permanence, on regarde ce qu'on appelle la durée d'hospitalisation des patients. Donc, en fait, peu importe que les patients soient bien pris en charge ou non, ce qu'il faut, c'est que ça rentre dans le cahier des charges défini par l'administration hospitalière. Mais aussi... Attends, juste du coup, je te coupe. Ça veut dire qu'il y a une règle de bonne gestion des séjours. Non, mais on peut comprendre, parce que dans n'importe quelle organisation de travail, on a des choses qui font pour que ce soit bien géré. Donc, est-ce que ça veut dire, excuse-moi une seconde, est-ce que ça veut dire que selon toi, on ne peut pas exercer la médecine avec des règles de bonne gestion? Alors, je pense que les règles de bonne gestion telles qu'elles s'appliquent dans le monde de l'entreprise ne peuvent pas s'appliquer telles quelles à l'hôpital. Je pense que parce que en fonction des pathologies, on sait que la durée peut être plus ou moins longue et qu'elles peuvent échapper à des logiques de standardisation qu'on peut avoir dans tous les autres process. D'accord, donc tu penses que la science médicale, enfin l'exercice de la médecine ne peut pas rentrer dans une standardisation?
Ouais. Pourtant, c'est le travail que fait la science médicale, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à standardiser les maladies, les prises en charge, et on a du mal à croire que la médecine échapperait à cette règle. Tu es quand même capable de différencier les prises en charge Alors, les unes des autres, les maladies, les stades de gravité, c'est quand même la base de la réflexion en médecine. Alors, oui et non. Par rapport à ça, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que les connaissances médicales restent quand même toutes relatives. On l'a vu par exemple en ce moment avec la crise Covid. C'est très difficile de savoir combien de temps ça prend de prendre en charge correctement un patient atteint du Covid. Et puis, il y a plusieurs formes de Covid. Donc, Oui, mais là, tu parles du Covid parce que c'est une nouvelle et en maladie, fait, mais il y a des maladies, ça fait 50 ans qu'elles non, existent. mais moi je suis psychiatre. En psychiatrie, c'est très compliqué, par exemple, d'une personne à l'autre, de savoir, dans le cadre d'un épisode aigu, combien de temps ça va nécessiter des soins rapprochés, combien de temps pour mettre en place une prise en charge ambulatoire. Bien évidemment, je pense que tous autant qu'on est, on a cette volonté de remettre les gens le plus rapidement en ambulatoire, mais parfois c'est pas possible. Et l'autre problème aussi, ça c'est un vrai problème, c'est la question de l'aval. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de personnes qui restent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de, on appelle de solution d'aval. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue purement clinique, il n'y a pas de raison de les garder à l'hôpital, mais on peut considérer que les conditions sociales de retour à la maison ne sont pas favorables et en gros pourraient être délétères pour la personne. Et qu'effectivement, la question peut se poser, est-ce que l'hôpital n'a pas pris trop de place au sein de la cité ou au sein du territoire et ne devrait pas justement, on ne devrait pas développer des solutions d'aval beaucoup plus importantes pour justement permettre à l'hôpital de faire du soin et derrière d'avoir des solutions pour justement permettre à un maximum de personnes d'avoir accès. Ça j'entends, c'est quelque chose qui est souvent dit, mais moi je veux revenir sur le sujet, c'est pourquoi les gens ne sont plus bien à l'hôpital. Pour moi, je vois deux sujets, c'est soit tu fais quelque chose et tu n'étais pas venu faire ça, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation que tu n'avais pas anticipée et ça échappe complètement à ta logique, c'est-à-dire une logique médicale dans laquelle tu ne te reconnais pas, ou alors c'est des conditions de travail qui sont insupportables et qui font que tu ne peux plus y vivre. Cette solution insupportable, elle est soit due à un management qui est extrêmement mauvais de la part des autres médecins, peut-être de ta hiérarchie, ou alors c'est un management, une logistique à l'hôpital qui fait que tu ne peux pas bien exercer ta profession. Si je me mets à la place de quelqu'un qui est à l'hôpital, et j'y étais un tout petit peu... Justement, en fait, je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. En fait, pour finir ma démonstration, en fait, il y a effectivement une problématique gestionnaire, mais en fait, aujourd'hui, la courroie de transmission de ces politiques gestionnaires, ce sont les chefferies de service, notamment dans les grands établissements dits les CHU, la PHP, les hôpitaux, les HCL à Lyon, la PHM à Marseille, avec des gens qui ne savent pas manager. Et donc, en fait, derrière, la courroie de transmission qui devrait justement permettre d'ajuster en fonction des injonctions qui sont décidées au niveau de l'administration et de la réalité de terrain, ces injonctions passent mal. Et donc, effectivement, comme tu le disais, il y a une perte de sens dans la pratique quotidienne, mais tu as une pression puisque, en fait, il y a une absence de prospective des postes dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens de ma génération, pour la plupart, quand tu vas leur demander quelle est ta visibilité à 1, 2, 3, 5, 10 ans, c'est très rare que les gens puissent te dire au-delà de 2 ans où est-ce qu'ils seront. Ah donc, d'accord, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'en gros, c'est vraiment une situation individuelle plus que collective. C'est-à-dire, moi, je travaille à l'hôpital, je ne peux pas me projeter parce que j'ai un statut qui est trop instable et trop incertain, et c'est ça qui crée mon mal-être. C'est ça que tu veux dire? Je pense que la manière dont est géré l'hôpital, effectivement, fait qu'il y a une perte aussi de confiance au sein des équipes. C'est-à-dire que l'impression, parce que comme on est dans un milieu très endogame, on a aussi des parents qui ont fait médecine, et on avait vraiment l'impression qu'à une certaine époque, il y avait un lien de loyauté très fort au sein des équipes médicales, qui aujourd'hui n'existe plus. C'est plutôt au contraire des dissensions permanentes entre les différents praticiens. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on reproche au statut de praticien hospitalier, c'est-à-dire qu'en fait, ça rend les gens invirables alors qu'il peut y avoir des vraies problématiques de conflits internes et que personne ne sait gérer ces conflits. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'hôpital public, dans de nombreux domaines, c'est une espèce de cocotte minute sous pression dont personne n'a encore trouvé la soupape. Et donc, forcément, dans ce milieu-là, dès que tu peux te barrer, tu te barres. D'accord, donc en gros ça ne fonctionne pas parce qu'il y a le management qui ne fonctionne pas, et le management il ne fonctionne pas parce qu'en fait les statuts rendent le fait que ce soit impossible à gérer, ou éventuellement, c'est ce que tu disais, finalement les gens qui managent ne savent pas manager. Donc en fait tu te retrouves managé par quelqu'un qui est incapable de gérer une équipe. Et donc là, forcément, on le connaît, dans les autres secteurs d'activité, ça crée du mal-être au travail, et perte de sens, et les burn-out, et tout ce qu'on connaît. Je pense que c'est ça, c'est vraiment la deuxième. C'est-à-dire qu'effectivement,
aujourd'hui, pour on va dire l'aspect le plus caricatural, dans les CHU, ceux qui sont nommés chefs de service, ce sont des PUPA, donc les professeurs qu'on voit un peu partout, et qui n'ont aucune compétence pour le management. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, à chaque fois que je regarde des émissions, je vois des PU, des mecs entre 50 et 60 ans, qui arrivent, toujours avec un ego qu'on connaît, et ils disent aux journalistes, l'hôpital ça va pas, parce qu'on n'a pas assez de moyens, c'est une catastrophe, l'hôpital public est abandonné, et systématiquement on a le journaliste en face qui dit, ben non, les chiffres c'est pas vrai, l'hôpital ça coûte cher, on a plutôt plus d'hôpitaux qu'en France, ça coûte plutôt plus cher que dans les autres pays, et du coup le PU en face qui dit, mais non, je vous assure, ça se détériore à cause de ça, donc toi ce que tu nous dis, c'est qu'en fait c'est pas forcément ça le problème c'est plutôt qu'en fait, on a des généraux qui sont ces PUPH, qui ne savent pas gouverner leurs troupes, et donc du coup leurs troupes qui sont complètement perdues, et finalement cet hôpital, il est super pour les PUPH, mais pour tous les gens qui travaillent pour lui, ça ne va pas parce que ces gens-là ne sont pas capables de gérer leurs équipes. Alors non seulement ils ne savent pas gérer leurs équipes, mais en plus ils ne représentent plus une notion d'autorité vis-à-vis de l'administration. C'est-à-dire que les équipes, pour pouvoir accepter d'être dirigées par un chef, encore faut-il reconnaître le chef. Et aujourd'hui, dans les services, la réalité, c'est que chaque fois qu'il y a une décision qui déplaît à la communauté médicale, le chef de service dit « c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'administration ». Donc il n'a même plus la crédibilité en plus. Donc non seulement il ne sait pas gérer les gens, et en plus il n'a pas la crédibilité parce qu'il n'a pas de pouvoir en fait. Et ce qui a été vraiment révélateur dans le cadre des crises récentes à l'hôpital, notamment on l'a vu avec ce fameux mouvement du collectif interhôpital, qui était quand même énormément drivé par des PUPH et notamment parisiens, qui dénonçaient, comme tu l'as très bien dit, un système de gestion déshumanisé, etc. Ouais, on connaît Sauf que ça fait quand même, ces gens-là, c'est-à-dire, alors en fait, aujourd'hui, PUPH, quoi, patron, chef de service, c'est un peu comme maire. T'es patron pendant 30 ans jusqu'à ta mort. Quand tu meurs sur scène, ça c'est incroyable. Ça existe nulle part ailleurs, faut le dire. Personne ne remet jamais en cause ta gestion. Et il y a, on l'a dit, ça a été montré, plusieurs problématiques d'omerta autour de la gestion par les chefs de service. Donc, en gros, ces tenants du mouvement, là, du collectif interhôpital qu'on a vu partout dans les médias, nous ont dit, voilà, l'hôpital est mal géré, depuis l'hôpital entreprise sous Sarkozy, on n'y arrive plus. Je veux dire, ces mecs-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de mecs, mais même les femmes qui sont chefs de service ont exactement les mêmes comportements. Ils ont cautionné ça. Et ils ont mis cette pression sur notre génération. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui s'étonnent que les gens de notre génération se cassent de l'hôpital. Mais eux, ils sont tout aussi responsables de la casse de l'hôpital public. Il faut arrêter de les voir partout à la télé, de dire « Ah, c'est de la faute de l'administration ». Non, mais je suis d'accord avec toi, parce que moi, j'ai pas mal de copains qui étaient des très très bons. Dans ma fac, ils sont allés dans l'hôpital public et ils se sont cassés, c'est pas du tout parce qu'il manquait de moyens à l'hôpital public. Quand tu les écoutes, ils te disent ce système d'universitaire, il est insupportable. Tu es obligé en gros de servir à un baron qui te met une pression et qui te fait des promesses qui va pas tenir. Et moi, je veux sortir de ce système. Jamais, et j'ai un jeune chef de clinique et ils étaient tous assez brillants, mes copains, parce qu'on a quand même pas mal bossé. Ils se sont barrés en disant mais c'est parce que l'État abandonne l'hôpital public. C'est un discours que j'ai jamais entendu. Par contre, quand tu vois les PUPH qui vont à la télé, ils te disent systématiquement on n'arrive plus à avoir personne parce qu'il y a un manque de moyens dans l'hôpital public. Effectivement, alors moi je pense que quand même notre génération, de par notamment, alors quoi qu'on en dise, le mode de sélection, il y a quand même beaucoup de personnes qui quand même sont brillantes et donc je pense pas qu'il faille faire une distinction entre les uns et les autres. Je pense qu'effectivement c'est non mais je disais pas ça pour ça, c'est juste pour te dire que c'est des gens qui avaient vraiment la volonté de faire partie du système et qui sont partis dégoûtés. Non mais chez Jeunes Médecins, on avait fait une enquête auprès des jeunes médecins pour connaître, parce que justement voyant un peu la situation catastrophique dans laquelle était l'hôpital public, on avait fait une questionnaire, un sondage auprès donc des jeunes chefs et assistants parisiens en leur demandant comment ils envisageaient leur pratique future. Et en fait, on a été très étonnés qu'à 70%, ils nous répondent qu'ils se voyaient avec une carrière à temps plein à l'hôpital public, même dans le système actuel. Et alors, il y a bien évidemment un biais déclaratif parce que dans la réalité, on voit que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas 70% qui restent. Bon, après, c'est aussi une spécificité probablement parisienne avec la PHP qui est une espèce de monstre qui avale tout. Mais en fait, la réalité, c'est que quand même ils veulent se projeter, c'est qu'effectivement, notre génération n'arrive plus à avoir une capacité à se projeter et à avoir des perspectives de carrière. Mais aussi, je veux dire, le comportement de ces PUPH, il est quand même aussi validé par le politique.
C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, alors sur les plateaux télé, effectivement, pour parler de tout et de rien, on voit en permanence des PUPH, même on l'a vu sur le Covid, des PUPH qui ne font pas de la spécialité ni d'infectiologie ni d'épidémiologie qui vont parler du Covid. Voilà, on peut voir, moi je suis psychiatre. Il y a des néphrologues aussi. Voilà, est-ce que demain on va demander à un psychiatre de donner son avis sur une maladie infectieuse, même si historiquement c'est possible. Bon bref, c'est pas la question. mais il faut voir que ce qui se passe à la télé, c'est aussi ce qui se passe au niveau du ministère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les conseillers ministériels, tous ceux qui parlent à l'oreille à la fois du ministre, mais aussi, il faut savoir qu'à l'Élysée ou à Matignon, ils ont des conseillers santé. Ces conseillers santé sont systématiquement des PUPH et des PUPH d'un certain âge. C'est-à-dire que notre génération n'arrive pas à faire émerger ces idées auprès des politiques. Et donc forcément... Il y a des jeunes PUPH quand même. Alors, il y a des jeunes PUPH, sauf qu'il y a de nombreuses enquêtes qui ont montré qu'il y a un process de sélection qui fait qu'on est dans une permanence de reproduction des fonctionnements psychologiques de ces PUPH. Si jamais tu es un peu dynamique, tu es un peu remuant, tu n'as pas envie de publier sur ce quoi ton patron veut que tu publies, tu ne seras jamais PUPH parce qu'il y a un système de sélection, il faut que tu sois adoubé, c'est vraiment un système d'adoubement. Alors, on continue sur cette valence universitaire, après on ira sur un autre sujet, on ira sur le statut des médecins à l'hôpital public, parce que je pense que c'est un sujet intéressant, mais juste, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment un type peut à la fois être un gestionnaire de son service, un professeur à l'université, un chercheur qui publie des papiers, et en plus prendre des responsabilités sur plein de groupes, plein de commissions. Je ne sais pas comment c'est possible, je ne vois pas comment il peut faire tout bien, et je pense que c'est le seul domaine où on a quelqu'un qui a toutes ces casquettes en même temps, je ne vois pas comment il fait, et en plus continue à faire de la pratique clinique et de voir des patients. Et ben, en fait, ça vient de la fondation du statut hospitalo-universitaire, qui date des ordonnances Debré, qui à l'époque avait, on va dire, une réalité historique qui avait pour objectif de revaloriser le blason de l'hôpital public. Donc il fallait attirer des gens, donc leur donner un espèce de statut et d'aura par rapport à la communauté médicale, avec aussi cette notion qu'on connaît qui est celle de la triple mission, effectivement, donc clinique, enseignement et recherche. À départ, il n'y avait pas management. Ouais. C'est que très récent. C'est pas très récent, mais je veux dire, cette notion de management à l'intérieur, donc maintenant c'est la quadruple mission. C'est incroyable parce qu'ils sont responsables d'équipe, Ouais. et c'était même pas une corde à leur arc. Non. C'était de gérer l'équipe, c'était même pas quelque chose qui était prévu. Ils sont responsables d'équipe au sein de leur service clinique, mais pour certains, ils sont aussi responsables d'équipe de recherche, parce qu'ils peuvent être à la tête de laboratoires INSERM, CNRS, etc. Et effectivement, donc forcément, ça sélectionne aussi des profils qui sont dans des logiques de travail très exacerbées et donc parfois sur une capacité d'empathie qui est quand même un petit peu limitée. Et donc par rapport à ça, donc je reviens sur la triple valence. Effectivement, il a été à un moment décidé qu'on devait concentrer les pouvoirs au niveau donc, du CHU et qu'en fait, on crée à l'intérieur du CHU un État dans l'État qui était celui des PUPH à l'intérieur de l'université. Parce qu'aujourd'hui, l'université, contrairement à d'autres domaines, donc ça peut être les sciences, le droit et les sciences humaines, aujourd'hui, le milieu universitaire médical, est en dehors de tout contrôle de l'université, même s'il y a l'autonomie et que la gestion pécuniaire se fait au sein de l'université, la gestion des postes est de la seule prérogative du doyen. Et donc en fait, là aussi, il n'y a aucun rétro-contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'université ne peut pas dire, écoutez, quand je regarde vos résultats en termes de publication, d'enseignement, etc., je vais vous retirer des postes parce qu'il y a d'autres composantes qui font mieux que vous. C'est pas possible. Et donc en fait, on a une espèce de logique de protectionniste qui empêche les gens d'être dans un certain dynamisme vis-à-vis d'une concurrence au sein de l'université. Mais tu sais, mon associé Henri, qui avait été faire un stage aux États-Unis, il avait été à Washington, et il avait dit que les Américains rient de nous, puisqu'en fait, rapporté au nombre de médecins, on a 10 fois plus de professeurs qu'eux. Ouais. En fait, c'est lié au fait que là-bas, quand tu es professeur, en fait, tu deviens un chercheur. Alors qu'ici, en France, le fait de devenir universitaire, c'est en fait un espèce de statut. Est-ce que ça, c'est pas un problème, si tu veux? Parce que je pense que tu peux vouloir monter dans les hiérarchies hospitalières, soit en t'engageant dans l'organisation hospitalière, soit parce que tu es un soignant. Mais est-ce que le fait de faire de la recherche, ça devrait être le Graal ultime de quelqu'un qui monte dans la hiérarchie en clinique? Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comment dirais-je,
la valorisation de la carrière, c'est-à-dire la perspective ultime en termes de réussite professionnelle, c'est sur un statut universitaire. Et effectivement, ça crée des biais, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a même des personnes pour qui la recherche ou l'enseignement ne représentait pas un intérêt, mais comme c'est la voie unique pour pouvoir réussir d'un point de vue professionnel, eh ben, on voit des gens qui s'engagent. Et en fait, ça... Est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, créer plusieurs niveaux, si tu veux, hiérarchiques indépendants, avec des chercheurs qui peuvent aller vers la voie universitaire, mais des gens qui peuvent aussi monter dans leur carrière sans forcément faire de la recherche, mais qui prennent des responsabilités soit sur un plan clinique, soit sur un plan organisationnel à l'hôpital. Est-ce qu'on est obligé de tout lier comme ça, toutes les ascensions uniquement dans un seul poste? Justement, il faut redonner à l'université le pouvoir sur la gestion du personnel enseignant-chercheur en soins, et pas uniquement d'ailleurs dans les CHU. Il faut pouvoir contractualiser avec les établissements privés, il faut pouvoir contractualiser avec... Ça, je pense que c'est la base. Il faut pouvoir contractualiser avec l'ambulatoire. Je veux dire, dans la crise Covid, moi je trouve ça... Je vais dire en mots simples ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, tu as une université qui a son rôle d'universitaire et qui contractualise avec des médecins qui ont le souhait de faire de la science ou de l'enseignement. Et d'ailleurs, elle peut contractualiser sur des contrats qui sont différents. Tu peux avoir des gens qui pourraient avoir, par exemple, 1-2 jours par semaine, puis des gens qui seraient quasiment à 100%. Si tu as un chercheur génial, pourquoi continuer à les faire de la clinique alors qu'il veut faire de la recherche? Mais ça, on le sort complètement des grilles de hiérarchie hospitalière. C'est quelque chose de complètement indépendant. Exactement, exactement. Et donc, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Donc oui, sur l'ambulatoire, je dis quand même, on a... L'exemple flagrant de cette dérive, comme tu dis, de la vision ultime de la carrière par la recherche, et une recherche qui est hospitalo-centrée, voire hospitalo-U-centrée, on l'a vu dans le cadre du Covid. Il y a eu des études qui ont voulu évaluer la prise en charge du Covid en ambulatoire. Et ben, ces études-là, donc en gros c'est e-Covid ou out-Cov, elles ont été faites à partir d'un CHU. Soit le CHU de Bordeaux, soit le CHU d'Angers. Est-ce que c'est normal que des recherches qui s'intéressent à une prise en charge en ambulatoire d'une pathologie se fasse au sein d'un CHU? Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis. On va glisser sur mon deuxième axe que je trouve assez intéressant. C'est un truc qui est complètement particulier à la France. C'est le double système de santé, libéral et hospitalier. Et moi, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un médecin devrait être soit 100% hospitalier, soit 100% libéral. Il y a plein de systèmes de santé, comme les systèmes outre-Atlantique d'ailleurs, toute l'Amérique du Sud, les États-Unis et puis d'autres systèmes de santé asiatiques, où en gros le médecin peut travailler aussi bien à l'hôpital, en ville, et il n'a pas d'obligation d'être tout l'un et tout l'autre. Et pourquoi on a en France, je suis médecin, je vais à l'hôpital, je ne peux pas faire ma consultation en ville, je fais ma consultation en ville, je suis cantonné à un exercice de ville, et de temps en temps, je peux aller faire un staff à l'hôpital pour faire semblant que je suis impliqué dans l'hôpital. Pourquoi on a besoin d'avoir ces choses qui sont séparées? Parce que l'hôpital, je suis désolé, mais c'est une plateforme. C'est une plateforme d'équipement. Pourquoi ça aurait besoin d'être une structure totalement étanche alors que des médecins pourraient très bien profiter de la plateforme et aussi parfois avoir une activité en ville? Et ben, je pense que, je suis désolé de revenir un petit peu en arrière, mais tout ça est lié au statut hospitalo-universitaire, puisque, en gros, ce statut hospitalo-universitaire... Non, mais hospitalo-universitaire, tu as des PH qui sont dans cette situation. Oui, je veux dire, un PH ne peut pas avoir une activité en ville et de temps en temps venir à l'hôpital, si. C'est un truc qui ne se fait pas. Ce que tu dis, c'est pas complètement vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des... alors, il y a à la fois des praticiens hospitaliers titulaires à temps partiel qui peuvent avoir une activité libérale à côté, ça c'est possible, et tu as aussi tous les statuts contractuels à l'hôpital qui permettent d'avoir une activité libérale à côté. Généralement, aujourd'hui, moi de ce que je vois autour de moi, ceux qui ont recours à une activité partielle, ils préfèrent avoir un espèce de praticien hospitalier titulaire temps partiel qui leur donne, on ne va pas se mentir, une sécurité en termes de protection sociale comment dirais-je, et de confort, de stabilité professionnelle, qui parfois dans le cadre de l'activité libérale n'existe pas. Et aussi, il faut bien le dire, parce que comme on est biberonné à l'hôpital public pendant toutes nos études, ça te permet de garder... Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. En gros, ce que je comprends, et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête, ça marche ça aussi, parce qu'en fait, en France, on a quand même cette volonté d'avoir une sécurité avant tout de l'emploi, et que finalement, ce statut qui te rattache à un hôpital et qui fait de toi un salarié de l'hôpital permet de répondre à l'envie d'un certain nombre de médecins d'être dans cette situation-là. Et que si jamais ils avaient une activité finalement qui était mixte, en gros, ils avaient leurs patients et ils pouvaient à la fois les prendre en charge à l'hôpital ou en libéral, finalement, ils auraient une espèce de statut d'auto-entrepreneur
qui convient pas à tout le monde, avec un certain nombre de personnes qui préfèrent être salariés de l'hôpital. Non, parce que par rapport à ce que tu dis, il faut avoir le contexte historique. Le contexte historique, notamment par rapport... Non, ouais, contexte historique, je veux bien, mais si on parle d'aujourd'hui... Mais aujourd'hui, quand tu discutes sur les statuts de praticien hospitalier, on revient toujours à ce qu'on a appelé à un moment les temps partiels. Parce qu'à une époque, avant les ordonnances 58, il y avait donc l'hôpital public qui était vraiment en état de délabrement avancé, à peu près d'ailleurs à ce qui arrive en ce moment. Et donc en fait, ce qui se faisait la plupart du temps, c'est que tu avais des praticiens dits à temps partiel qui avaient la majeure partie de leur activité en libéral et qui venaient de temps en temps à l'hôpital public pour faire du recrutement de patients pour ceux qui pouvaient payer. Et donc à un moment donné, pour aussi, entre guillemets, solvabiliser ou en gros permettre un accès aux soins à l'ensemble de la population, et puis donc revitaliser l'hôpital public, on a créé ces statuts. Ces statuts, ils ont été créés pour ça, pour vraiment dire, bah voilà, le statut de praticien hospitalier à l'hôpital, ça veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait été associé à l'époque à un concours, qui existe toujours, mais aujourd'hui, on se demande d'ailleurs pourquoi il existe, puisque comme ça n'attire plus, ou en tout cas comme il y a une certitude à 100% d'être pris pratiquement, même si on va te dire qu'il y a 2% qui ne sont pas pris, voilà, donc on n'est plus du tout dans les mêmes logiques. Et effectivement, il y a de manière, on va dire, de manière en même temps, en tout cas, il y a... Tu fais en même temps toi aussi. Il y a de manière concomitante, voilà, il y a de manière concomitante une incapacité, comme tu l'as dit, à restructurer l'offre de soins entre qu'est-ce que doit faire l'hôpital public, qu'est-ce que doivent faire les établissements privés, et qu'est-ce que doit faire l'offre ambulatoire. Et aujourd'hui, en fait, effectivement, le politique a été incapable de trancher sur une organisation des soins qui soit cohérente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit à l'hôpital public, vous pouvez faire du soin expert de 3e, etc. Ouais. Vous pouvez faire de la chirurgie ambulatoire. Vous pouvez faire aussi maintenant de la médecine ambulatoire, parce que certains établissements publics vont mettre des maisons de consultation avancées. Il y a les établissements privés qui, au départ, alors il y a toute l'histoire qui était tenue au départ par des médecins, mais qui aujourd'hui appartiennent à des grands groupes et qui ne font pas uniquement que du plateau technique ambulatoire, mais qui font aussi... En fait, tu veux dire qu'il y a plein d'offres différentes qui sont en concurrence. Exactement. Et que justement... Oui, mais dans ce cas-là, je suis désolé de le dire, mais il y a des endroits où ils s'en sortent très bien. Les libéraux, les cliniques privées, ça va. Et la catastrophe, c'est l'hôpital public. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Déjà, il faut pas, c'est pas la même chose. Bah non, mais là, c'était notre sujet. Non, mais c'est de dire pourquoi on se sent hyper mal à l'hôpital public. Tu dis, ils s'en sortent très bien. Je suis pas sûr qu'ils s'en sortent si bien En que tout ça. cas, on les entend pas en permanence sur les plateaux télé dire que c'est la catastrophe et que c'est la fin. Moi, je les entends quand même régulièrement parler sur la valeur du C, en tout cas de la consultation en médecine générale. Moi, je les entends quand même souvent. Qu'il y a une problématique sur la valorisation. Ouais, tu es d'accord avec moi qu'entre ce qu'on entend sur l'hôpital public et ce qu'on entend sur la médecine libérale, ça n'a rien à voir. Mais non, parce que la médecine, l'hôpital public, c'est en permanence, c'est fini, c'est la catastrophe. Non, on a déconstruit l'hôpital public depuis 30 ans, t'entends pas les autres acteurs dire ça quand même. Mais la grosse différence, alors il y a plusieurs différences entre l'hôpital public et la médecine ambulatoire libérale. C'est que quand même, le médecin ambulatoire libéral, c'est lui-même le chef d'entreprise, donc c'est lui qui mène sa barque. Et sauf cas particulier, la radiologie... C'est peut-être ça qui fait que ça marche aussi. Non, parce que sauf, j'allais dire, cas particuliers que sont les radiologues, les biologistes médicaux, et pour les médecins qui investissent dans leur clinique, je veux dire, la base d'investissement, elle est quand même relativement faible pour les spécialités cliniques. Tu prends un appartement, tu fais ton cabinet, c'est parti, et tu peux effectivement... faire de la consultation, l'investissement initial, il est assez faible. Parce que sur l'hôpital public, si tu veux, l'argument qu'on entend souvent, c'est de dire tous les autres acteurs, ils prennent ce qu'ils veulent prendre, et nous, on prend le résiduel. En gros, on récupère tout ce que les autres veulent pas, donc tout ce qui est pas rentable, et tout le social, en gros. C'est ce qu'on entend quand même souvent. Et la permanence des soins. Et la permanence des soins, voilà. C'est ce qu'on entend, si tu veux. Mais ce que je trouve dramatique derrière, c'est qu'il y ait des entités... Donc dans ce cas-là, si je suis ton idée, ça voudrait dire s'il faut répartir, parce que tout à l'heure tu disais qu'on n'a pas réparti, c'est en gros tout ce qui est programmé, qui peut rentrer dans des process, ce sont les autres acteurs qui le font, et on cantonne l'hôpital public à ces trois choses qu'on a dit, c'est-à-dire le social, même si toi tu dis que le social ça ne doit pas être à l'hôpital, ça doit plutôt être en aval, que c'est pas la place de l'hôpital de faire du social, en amont ou en aval, d'accord. La permanence des soins,
mais il y a quand même des gens qui disent que les autres acteurs pourraient aussi faire de la permanence des soins, même si parfois ça s'avère difficile. Et ton troisième point, c'était la médecine de pointe qui rentre pas dans les cases, globalement. Moi, le seul point que je réserve à l'hôpital public, en gros, c'est la médecine de pointe. C'est en gros la très haute expertise avec des plateaux techniques. Oui, mais le problème, tu le connais, c'est que si tu dis ça, en gros, tu fermes les 3/4 des hôpitaux. Mais alors... Non, tu fermes pas. Non, tu vas pas faire des centres d'ultra-expertise de pointe dans chaque ville où tu as un CH. Ça c'est vrai. Mais sachant que par rapport à notre discussion qu'on a eue, il y a la question de l'université. C'est-à-dire qu'effectivement... Ça, c'est à part. Non, c'est pas du tout à part. Parce que quand il y a 28 CHU en France, on les relie à l'université. Mais en gros, on peut avoir des très gros établissements publics qui ne sont pas tout universitaires, mais qui sont reliés à une université, qui peut décider que sur telle ou telle activité, ils vont avoir une mission, enseignement, recherche pour telle ou telle pratique ou pour tel ou tel type d'activité. Non, moi ce que je veux dire, c'est que en fait... J'ai pas compris ton point là. Ouais, moi aussi. Je suis désolé, tu m'as perdu, parce que c'est juste ce qu'on dit, hein. On refait le schéma. Oui. En gros, on dit l'hôpital public qui remplit des missions qui ne sont pas les siennes. Toi, tu dis qu'il faudrait que des hôpitaux publics qui soient de la médecine de pointe. On enlève le social, on enlève la permanence des soins qui doit être répartie entre tous les différents acteurs. Donc, la médecine de pointe. Ensuite, la médecine de pointe, on se doute qu'elle va avoir des gens dedans qui vont vouloir faire de l'universitaire. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut citer l'université. Mais on a dit que l'université pouvait être extérieure et contractualisée avec certains médecins de ces CHU pour faire de la science. Donc, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse sur la question du social. Ouais. Quand je dis que l'hôpital ne fait pas du social, quand je dis ça, je ne dis pas que l'hôpital devrait être réservé qu'à une partie de la population. Ah mais c'est pas ça qu'on dit. Oui, non, mais je pense que c'est important. Oui, mais parce que ce qu'on veut dire, je vais te dire, tu vas me dire si j'ai raison, c'est que les gens qui n'ont pas de problèmes médicaux dans l'instant là, et qui sont là juste parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller dormir, pour être très clair, ne devraient pas être à l'hôpital, parce que ça coûte extrêmement cher par jour et que c'est pas la fonction de l'hôpital, devraient être dans des structures où il n'y a pas forcément besoin de tout l'équipement médical. Il y a des travailleurs sociaux. Et il y a des travailleurs sociaux. C'est ça que tu veux dire. Ça ne veut pas dire que l'hôpital public n'est pas pour toute la population. Les travailleurs sociaux devraient travailler avec les acteurs du soin ambulatoire, du soin libéral, justement pour trouver des solutions. Donc alors attends, du coup, je reviens sur mon statut des médecins. Oui. Imaginons, je suis médecin, je voudrais travailler à l'hôpital, mais pas que. Donc toi, tu imagines pas des médecins qui pourraient avoir quelques jours à l'hôpital et quelques jours en ville. Tu imagines plutôt des CHU. Non, maintenant, je veux plus de CHU. Moi. Non, mais je veux dire l'hôpital public avec de l'expertise de haut niveau qui n'est pas disponible dans le reste de l'offre, avec des gens qui vont faire un petit peu d'universitaire à côté. Mais ça veut dire que tout le reste de la médecine, tout le reste de la médecine, tu le mets où? Tu le mets dans des hôpitaux privés? Tu le mets où le reste de programmer j'ai dit. L'hôpital public, en fait, c'est là où tu ne peux pas avoir de notion de rentabilité parce que, en gros, ça nécessite des investissements trop importants en termes d'équipement, d'exploration, soit pour les... Après, la rentabilité, tout dépend du tarif que tu vas donner. Mais il y a des choses qui ne sont pas soutenables. Il y a des choses qui ne sont pas soutenables. Ça dépend des tarifs que tu mets en face. Oui, mais les tarifs, de toute façon, ils sont socialisés, comme on dit. Donc, de toute façon, c'est l'État en France, en tout cas en France, c'est l'assurance maladie. Non, mais tout est payé par l'assurance maladie en France. Voilà. Que ce soit de la pointe ou que ce soit pas de la pointe. Non, sauf justement quand l'assurance maladie décide de se désengager de certains soins. Je suis désolé. C'est quand l'assurance maladie prend, déjà tu as toutes les ALD. Oui, globalement, tous les patients sérieux sont pris en charge à 100% en France. Aujourd'hui, dans le ressenti de la population, c'est des choses qu'on voit quand même régulièrement. Mais parlons des faits. Donc en gros, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour moi, l'hôpital public, donc ça prend, en gros, ça devrait avoir un secteur régalien avec effectivement des soins experts qui ne peuvent pas rentrer dans des logiques parce que c'est des patients, comme tu l'as dit par exemple, souvent ce que vont dire les acteurs du public, c'est sur les reprises chirurgicales ou les complications post-opératoires, l'établissement privé ne vont pas les prendre et donc c'est l'hôpital public. D'accord, mais ça je comprends. Voilà. Moi la question c'est plutôt, non mais parce qu'il faut voir la réciproque de ce que tu dis. Tu dis, ça veut dire que tout ce qui n'est pas cette médecine de pointe va dans le privé. Voilà, alors le privé... Sachant qu'on connaît le privé en France. Le privé en France, de toute façon, c'est régulé. En fait, c'est des hôpitaux qui sont un statut privé, mais qui sont payés par des tarifs comme l'hôpital public, qui n'ont pas le droit de les dépasser comme l'hôpital public. Exactement. On ne parle pas de l'hôpital privé à l'américaine. Mais ça, c'est très important de le dire. Parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à confondre le support de l'établissement privé et le mode de financement. À l'hôpital privé, le financement reste public. Et d'ailleurs, dans le privé, il y a deux grands types d'établissements privés. Il y a les privés à but lucratif
et il y a les privés à Toi, but. tu parles du privé à but non lucratif, qui pourrait finalement récupérer toute la médecine qui n'est pas la médecine de pointe intarifable, selon toi, hein, parce que ça, c'est toi qui le dis, et universitaire, et donc du coup, tout le reste va. Non, mais non, c'est là où tu n'as pas compris ce que je disais. parce que par exemple, parce que c'est pas clair. Mais très bien, tu as raison, donc j'aimerais expliquer, parce que pas universitaire, parce que la chirurgie, par exemple, typiquement la chirurgie ambulatoire, elle va essentiellement se faire sur justement des établissements privés ambulatoires. Ouais. Donc il faut pouvoir développer de la recherche et de l'enseignement. Donc oui, tout à fait. Tu fais bien de me corriger là-dessus, parce que tu as toujours dit, effectivement, et c'est vrai, que l'université devait pouvoir travailler à la fois avec ces mecs qui veulent faire de la médecine de pointe dans l'hôpital public, mais aussi avec des structures privées essentiellement à but non lucratif qui vont faire du programmé, et il peut y avoir de l'universitaire qui concerne cette médecine aussi. Voilà, et puis aussi avec le libéral. Exactement, avec l'ambulatoire, etc. Et donc, moi, effectivement, le vrai problème que l'on a aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à transformer? Parce que c'est ça aussi la question. Aujourd'hui, la difficulté aussi qu'on a, c'est qu'au niveau de la communauté médicale, en fonction de là où tu travailles, tu arbores tout le mode de pensée. C'est-à-dire que la spécificité de jeunes médecins aussi, par rapport à d'autres structures, c'est que nos adhérents sont aussi bien des médecins hospitaliers que des médecins libéraux. Et donc, on ne va pas commencer... Surtout des médecins hospitaliers, pour l'instant. Aujourd'hui, effectivement. D'ailleurs, on fait un appel. Voilà. C'est ce que je t'ai toujours dit, d'ailleurs, qu'il faudrait que tu aies plus de libéraux dans ton association. Exactement. Mais on y travaille, on essaye d'avoir vraiment une logique. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va se présenter aux élections URPS des médecins libéraux là, dans les mois qui viennent. Ça, c'est dit. Mais ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous, quand on regarde la représentation dite senior, en tout cas des plus anciens que nous, les médecins de l'hôpital public ont une vision publique coûte que coûte et donc sont prêts à vraiment être anti-libéral, avec beaucoup de clichés et beaucoup de... Ouais, mais ça, c'est pas propre aux médecins, c'est propre à la société française. Mais comme on dit, moi, je m'occupe des médecins. Donc voilà. En tout cas, je m'occupe... Non, mais les médecins sont comme le reste de la France, ils ont absolument envie d'opposer un service public. Et je pense que c'est là où nous... Parce que je pense que c'est toujours aussi très facile d'avoir une logique de dénonciation, de dire... c'est de la faute du politique, c'est de la faute de l'État. Moi, j'y crois pas à ça. Voilà. Moi, je pense qu'avant tout, il faut se regarder soi-même. Exactement. Il faut être une capacité d'introspection. Et je pense que la capacité à faire bouger les ligues, et c'est la volonté. Et est-ce que tu penses que la jeune génération sera prête à bouger? Parce que moi, c'est mon credo. Tu sais, je pense qu'il doit y avoir un remplacement générationnel dans ce pays. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que pourquoi on a créé Jeunes Médecins, c'est qu'on a considéré qu'à partir d'un certain temps passé dans tes organisations, tu n'étais plus capable, en tout cas c'était très difficile de pouvoir revisiter tes modes d'organisation. Et donc effectivement, il faut qu'au bout d'un moment, notre génération ne soit pas sur une logique de subir les systèmes qui l'environnent, il faut qu'on soit capable de le modifier de l'intérieur. Parce que tu vois, dans les médecins qui sont dans l'hôpital public, moi j'ai deux profils. J'ai les profils des universitaires nés, si tu veux, les mecs qui ont été à Stanford, à Columbia, à Harvard, qui ont envie de faire de la médecine de pointe et qui arrivent et qui te disent, en gros, 90% des PU, ils publient rien. C'est de la science, c'est même pas de la science, et ils nous empêchent et ils accaparent ce que nous on aimerait faire de la vraie science. Donc là on rejoint d'autres points. Puis tu as d'autres gens aussi qui disent moi je veux travailler à l'hôpital public, je veux faire une carrière, mais j'ai pas envie de faire de la science. Et donc on va me rendre obligé pour que je devienne à la fin un de ces 90% des PU qui publient pas. Tu vois, donc je pense que dans la jeune génération, l'envie elle est là. Après c'est est-ce qu'ils vont oser imposer un changement de modèle à un système qui s'est un peu figé comme ça depuis quelques temps? Comment ça pourrait se faire ça selon toi? Je pense que dans la génération, il y a quand même encore cette vocation à, en gros, rendre un service public, c'est-à-dire effectivement être au service de la population. Mais ça ne change rien. Non, mais je pense que dans beaucoup de personnes, et pourquoi il y a aussi un retard à l'installation libérale, parce qu'il y a une vision que le libéral serait contraire au fait de servir la population. Ce qui est honnêtement, ce que je trouve aberrant. Mais oui, mais je vais te dire pourquoi c'est aberrant, parce qu'on va critiquer le libéral de vouloir faire de l'acte et de vouloir enchaîner les patients, sauf qu'à l'hôpital, ils sont revenus au même, puisque de toute façon, ils ont la T2A. Donc je trouve ça complètement c'est exactement fou. Sortir de ces schémas. Mais exactement. D'ailleurs, tout le monde est payé par l'assurance maladie, un taux fixé. Donc en fait, tout le monde travaille pour l'assurance maladie et la population. Mais ça, encore une fois, on est tellement formaté dans ces schémas de pensée-là, qui en gros diraient l'hôpital public, c'est le bien, et le libéral, c'est le mal. Ce qui est complètement faux, là je suis complètement d'accord avec toi, qu'effectivement il y en a qui ont du mal à passer de l'un à l'autre. En tout cas, ils ont le même mode de rémunération à l'acte. C'est ça qui les unit quand même. Alors,
Ce dont l'hôpital public n'est pas content, parce qu'on se rend bien compte quand même qu'il y a pas mal de gens qui critiquent l'hôpital public, ils veulent juste sortir de l'acte et qu'ils aient pu... Mais personne n'acceptera ça, parce que honnêtement, c'est difficile d'imaginer qu'on redise aux médecins « Ah ben on va plus suivre ce que vous faites ». Alors, en gros, on va plus tracer votre activité, vous allez venir le matin, repartir le soir, on va pas regarder ce que vous faites, et de toute façon, on vous laissera faire. Et ça, c'est autre chose, mais il faudrait que de manière générale, il y a une difficulté... Non, mais c'est une illusion. Non, mais il y a une difficulté... celui qui empêche tout ça, il y a une difficulté d'auto- et d'hétéro-évaluation dans la communauté médicale, ça, c'est une certitude. Après, ce que je voulais dire si on appelle de nos voeux, je finis, si on veut avoir une révolution des organisations de santé, effectivement, pour sortir de ces schémas-là, le point de vigilance quand même, à mon avis, c'est l'indépendance professionnelle. L'indépendance qui existe à la fois vis-à-vis de l'institution publique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce qu'on travaille dans le public que les choix thérapeutiques sont les bons. Hein. On le voit, d'autres systèmes, typiquement le système anglo-saxon, un système très contraignant parce qu'ils ont une dépense de santé qui est très contenue et donc par des payeurs, par des assureurs. Exactement. Et donc les choix thérapeutiques sont quand même très guidés par des logiques économiques. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans le public que forcément on est vertueux dans sa façon de fonctionner. Et dans le libéral, il y a aussi, on discutait, cette volonté de la part des organismes assurantiels de vouloir aller sur un système à l'américaine où on va créer des réseaux de soins et on va pouvoir faire de l'orientation patient et on va vouloir un peu agir sur les modes de pratique des médecins pour avoir des logiques de rentabilité, même si on a vu qu'aux États-Unis, ça ne fonctionnait pas énormément. Et donc la question qui se pose pour nous, à mon avis, c'est la spécificité de la médecine en France aujourd'hui, c'est l'indépendance des médecins. Et donc la question, c'est comment conserver cette indépendance. Et à mon avis, c'est ça l'enjeu dans les années à venir, parce que de toute façon, il y aura des bouleversements, ça c'est certain. C'est très difficile de prédire dans quel sens, mais c'est comment on fait pour maintenir l'indépendance professionnelle dans un système avec des contraintes qui vont être de plus en plus fortes. Et quand même... Moi je n'y crois pas du tout à maintenir l'indépendance professionnelle. Parce que la science déjà progresse, les choses se standardisent, et vu que c'est quand même une dépense qui est socialisée, il va y avoir un contrôle sur cette dépense. À partir du moment où c'est... Parce que l'indépendance professionnelle, quand c'est directement entre le patient et le médecin, ça va. Mais quand tu impliques, si tu veux, la communauté qui paye pour l'ensemble, c'est évident que tu vas avoir un contrôle. Moi, là, le contre-exemple, ça reste la justice. Normalement, la justice, elle est indépendante. Et justement, il faut que l'État garantisse l'indépendance des magistrats, des juges, etc. Donc je pense que... Ça ne marche pas. Ça marche pas hyper bien. Moi, ça, je sais. C'est pas l'exemple meilleur que tu puisses trouver. Aujourd'hui, par exemple... tu vois les moyens qu'ils ont et l'état du système judiciaire. C'est un vrai problème. Mais la seule façon que jeune médecin a contrer le politique, c'est d'aller en justice. Puisque aujourd'hui, clairement, il y a une volonté de la part du politique. Ouais, bon, là, Non, mais oui, je me permets de dénier l'action qui est faite par les médecins. Donc son indépendance, moi je pense que c'est quand même un point très important. Et je pense que cette indépendance... Mais totalement illusoire à mon sens. Non, je ne pense pas. Et cette indépendance... ça va à l'inverse de toutes les évolutions récentes. Non. Cette indépendance, elle est aussi très liée à notre capacité à nous auto-évaluer. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, alors, c'est soi-disant en train d'être résolu par la certification à partir des diplômés de 2021, mais c'est quand même aberrant. On est quand même l'un des seuls métiers au monde, je pense, à avoir aucun moment un contrôle sur... tu dis auto-évaluer pour évaluer. Pourquoi auto ou hétéro-évaluer? Non, mais en tout cas, je pense qu'il faut que la communauté médicale s'interroge sur la façon dont elle peut être évaluée et dont elle peut garantir la qualité des soins à la population. Là, tu t'inscris complètement, quand tu parles avec des économistes de la santé ou des penseurs de système de santé, ils te disent ça, ils te disent que la tarification à l'activité ne peut pas disparaître parce que tu continueras à financer quelque chose qui a été presté. Tu ne vas plus donner des enveloppes comme ça où tu ne sais absolument pas où ça passe. Je veux dire, le contrôle de l'activité va être fait, mais en revanche, tu auras un contrôle de la pertinence du soin, comme on dit, et de la qualité du soin qui va venir en plus de la tarification à l'activité pour voir si finalement l'acte que tu as facturé devait être fait ou été fait de manière abusive ou mal fait ou pas le bon choix. Mais là, justement, je pense qu'il y a une incompréhension. C'est que moi, la question n'est pas de savoir si l'acte est pertinent ou pas pertinent. La question est de savoir si, au moment où je pratique une décision médicale,
je la fais à l'aune des connaissances scientifiques. C'est juste ça. Oui, mais est-ce que tu crois pas, donc là je vais prendre ma casquette d'innovateur un petit peu, est-ce que tu crois pas quand même que le développement des technologies, je parle de l'intelligence artificielle, mais je parle ne serait-ce que de l'algorithmique, très simple, est-ce que tu crois pas quand même que ça va standardiser les prises en charge? Regarde ce qui se passe dans le cancer par exemple, tu as une énorme standardisation des prises en charge, donc moi j'imagine plutôt une médecine qui va se standardiser, plutôt qu'une médecine qui va revenir à l'indépendance totale du praticien, sans contrôle aucun, surtout dans un système où c'est la collectivité qui paye. Moi, je pense que là, tu vas à l'inverse de l'évolution qui va se faire. Alors, par rapport à ça, et par rapport à ce que je suis... je valide ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, les innovations technologiques, que ce soit en termes d'algorithmie ou que ce soit en termes de moyens d'exploration du vivant dans son ensemble, vont bouleverser les prises en charge médicales, et que par rapport à ça, se pose la question de la définition même de ce qu'est un médecin. Parce que, ah mais ça, je suis d'accord. Et qu'aujourd'hui, je veux dire... il va falloir que le médecin se positionne par rapport à tout ça. Et on va dire que à l'époque où les connaissances médicales n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui, il y avait quand même peu de différence dans l'acte médical, quelle que soit la façon dont il soit pratiqué. Et d'ailleurs, on l'avait vu il y a encore peu de temps, c'était l'internat des hôpitaux, donc peu importe la spécialité qu'on choisissait, etc. Moi, je pense qu'en fait, il faut continuer à avoir une transversalité, parce que probablement que la vision par organe telle qu'elle a été mise en place par la révolution épistémologique qui dit bon bah voilà, c'est un organe, le foie, le rein, la tête, ça va éclater, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut absolument que l'université se refonde au sein de l'ensemble des composants. Non, mais ça, je pense que c'est un acquis. Moi, je suis totalement d'accord, et je pense que c'est la première conclusion qu'on pourra avoir de ça, c'est l'université. Ensuite, effectivement, dans les modes de pratique, entre un médecin qui travaillera sur un plateau technique très lourd et très pointu, et un médecin qui sera vraiment en contact des problématiques sociales, sociétales et médicales de la population, est-ce que ces façons de faire de la médecine pourront se fondre dans une formation commune? Et surtout, quelle sera la place du médecin par rapport aux acteurs des sciences humaines et sociales, des travailleurs sociaux? On l'a vu aujourd'hui. Alors, pour prendre un exemple très simple qu'on connaît bien, c'est la vaccination. Est-ce qu'aujourd'hui, le médecin est le meilleur acteur pour sensibiliser la population à la nécessité de se vacciner? Si on en regarde les résultats, force est de constater que les médecins ne sont plus en capacité... Bien sûr, est-ce que c'est le médecin qui est le mieux placé pour dire à quelqu'un d'arrêter de fumer? Est-ce que c'est le médecin qui est le mieux placé pour dire à une personne de faire du sport? Très probablement pas. Est-ce que c'est le médecin qui est le mieux placé pour apprendre aux gens comment manger? Très probablement pas. Exactement. Et on voit, il y a une très grande difficulté de la part de la communauté médicale à se dessaisir de ces questions-là, ou en tout cas à se co-saisir, à laisser d'autres acteurs du champ des sciences sociales investir ces domaines-là. Et puis, moi, je vais te donner juste mon impression. Moi, je pense que le médecin aura un rôle à faire l'interface entre l'intelligence qui va venir de moins en moins de lui, il faut être honnête. Donc en fait, il va comprendre ce que lui donnera la science, probablement sous forme d'algorithme. Il va falloir qu'il l'explique à son patient. Il va falloir qu'il fasse un espèce d'entretien motivationnel pour essayer d'emmener le patient dans la prise en charge qui de toute façon sera standardisée. Je pense que c'est ça finalement qui va être son rôle. Et après, tu auras effectivement les travailleurs sociaux et ceux qui vont faire de la prévention qui ne seront pas forcément le médecin. Mais je pense qu'il faut que les médecins se rendent compte que les choses vont être de plus en plus standardisées et que l'indépendance totale de la pratique, elle va être de plus en plus difficile. Et sur un plan scientifique, parce que les choses se standardisent et s'organisent, et sur un plan gestionnaire, puisque tu vas avoir un payeur. Je veux dire, il faut comprendre qu'on est quand même dans un monde où on a de plus en plus de data. Je veux dire, les gens qui travaillent dans l'aéronautique, par exemple, aujourd'hui, travaillent que sous forme de process et dans toutes les entreprises. Et le monde médical ne va pas y échapper. C'est-à-dire que les médecins ne vont pas devenir des petits artisans comme à l'époque, alors que tout va dans le sens inverse, si tu veux. Donc, mais bien évidemment, et je pense que c'est le risque à terme. C'est-à-dire, c'est d'être complètement... c'est-à-dire que si on continue à ne pas voir évoluer les choses telles qu'elles évoluent, on va avoir tout on va dire un corpus de professionnels qui vont être complètement perdus dans un monde qui aura complètement changé. Et je veux dire, on peut
s'accrocher à nos modèles autant qu'on veut. Si à côté de nous, les performances médicales sont de plus haute qualité, la population, et malheureusement donc ça bénéficiera comme toujours aux personnes les plus aisées, elles iront se faire soigner ailleurs, considérant que la prise en charge médicale sera meilleure ailleurs. Et si on veut conserver cette excellence qui n'est plus, hein, qu'on met toujours en avant, mais qui aujourd'hui n'est plus... Non, non, je parlais avec un économiste de la santé récemment qui me disait que dans tous les classements, on était quasiment les derniers d'Europe. Voilà. Donc on n'a pas du tout un système de santé qui est extraordinaire, contrairement à ce que les gens croient. Oui. On a des médecins extraordinaires, oui, exactement, ouais. Ça c'est vrai, qui pour l'instant tiennent à bout de bras et restent, et qui sont en train de partir. Exactement, exactement. Et donc il y a effectivement un système à se réinventer, et je pense que surtout le message, à mon avis, qu'il faut faire passer, c'est que ce n'est pas parce que le métier se transforme qu'on abandonne la population. Il faut absolument que, de manière concomitante à la réflexion autour du métier de médecin, il faut que se développe très vite et très fort tout un pôle d'accompagnement social de la population. Parce qu'on a vu, quand le médecin fait tout... Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que là, on est en train de parler des vrais sujets. Et moi, quand j'entends les médecins, je suis désolé, hein, mais j'entends uniquement de la défense quasi viscérale de l'hôpital public, tu vois. Et j'ai jamais l'impression que ça, si tu veux, ce soit forcément le cheval de bataille, alors que je pense que c'est l'avenir, si tu veux. Je pense que c'est ça les vrais sujets, de savoir comment la pratique de la médecine va évoluer. Je pense que même le sujet finalement de l'hôpital public, est-ce que c'est ça le vrai sujet? Est-ce que c'est pas déjà un sujet qui est dépassé par finalement l'évolution de la médecine qui va arriver? Je pense que, donc tu voulais un peu parler de moi, etc. Je pense qu'à un moment, par ma personnalité, machin, j'ai fait un peu un pas de côté par rapport à l'exercice médical. Je pense que quand tu es dans ta pratique médicale quotidienne, et notamment à l'hôpital public, c'est très difficile de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que en fait, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, ce sont les médecins qui tiennent à bout de bras l'institution publique, et qu'en fait, en permanence, tu es pressurisé par une demande populationnelle qui est de plus en plus importante, parce que la demande en santé croît, ça c'est la réalité. Des moyens qui sont mis en face qui ne sont pas à la hauteur, et donc des médecins qui sont en permanence en train d'essayer de faire face à une vague qui est équivalente d'un tsunami, et forcément personne ne sait faire face à un tsunami. Et que en fait, pour pouvoir repenser le système de santé, il faut être en capacité à un moment d'appuyer sur pause, mais quand la vague arrive, tu ne peux pas mettre pause et dire bah voilà, je vais monter sur quelle arme, la vague elle arrive. Et donc effectivement, c'est un peu la responsabilité de nos organisations qu'à un moment de réussir à être à un certain nombre, à réfléchir à la transformation et à, je veux dire, orienter le politique. Mais aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est que... Parce que juste, je rebondis sur je rebondis sur ce que tu dis. Quand quelqu'un vient à l'hôpital, finalement, quand quelqu'un va voir un médecin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut à la fois une solution à son problème, parce qu'il a un problème de santé, il a un symptôme, que ce soit psychologique ou somatique, et il veut du temps du médecin. Moi, c'est l'impression que j'ai. Il veut que le médecin lui consacre un minimum de temps. Donc en fait, ce qu'il faut gérer, c'est du temps de médecin que tu es prêt à donner aux gens, et après optimiser ce temps médecin pour qu'il puisse être donné au maximum de personnes. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la manière dont on devrait organiser le système, plutôt que de passer son temps à réfléchir, à savoir s'il faut défendre telle ou telle structure, tel ou tel statut, telle ou telle organisation? Mais en fait, regarde, je vais essayer d'illustrer ta question par un exemple. On regarde la place qu'ont pris les urgences dans le système de santé français. Est-ce que les urgences à l'hôpital, c'est la bonne réponse à l'accès aux soins de la population? On peut se poser des questions. Le problème, c'est que il y a eu à un moment donné, comme ça a été dit, une pénurie de médecins, qu'il a fallu répondre à le besoin de la population d'avoir accès aux soins. Donc l'institution qui a permis ce recours aux soins, c'est l'hôpital public, que dans le même temps, il y a eu un désengagement, en tout cas, parce qu'il n'y avait plus assez de monde, etc., de la permanence des soins de la part des libéraux. Et donc, effectivement, l'hôpital public a pris de plus en plus de place dans la prise en charge, en tout cas des soins non programmés. Ce n'est pas vraiment des urgences, hein, c'est plutôt des soins non programmés. Et que par rapport à ça, il y a un modèle économique qui s'est créé autour des urgences, avec les forfaits aux urgences, qui aujourd'hui est quand même le gold standard du financement de l'hôpital public. C'est-à-dire que demain, tu fermes
tu fermes des services d'urgence dans des hôpitaux, bon, déjà qui coulent, mais alors là, ils coulent vraiment à pic. Et derrière ça, donc, à partir du moment où tu as créé des urgences, tu as des individualités qui ont dit, ah ben voilà, moi je vais créer mon service, machin. Tu as une spécialité universitaire qui s'est créée derrière. Tu as des universitaires d'autres spé qui ont investi ce champ-là et qui sont venus se faire nommer là où ils ne pouvaient pas se faire nommer dans leur spécialité. Ils ont créé ce qu'on appelle un CNU et la boucle est bouclée. Et aujourd'hui, tu ne peux plus réfléchir à la place des urgences au sein de l'offre de soins d'une population. Et on en arrive, là où on en arrive aujourd'hui, à une incapacité à gérer les soins non programmés entre les urgences, les médecins libéraux et les pompiers. Par exemple, on a vu la question du numéro unique. En gros, quand tu as un problème qui t'appelle, aujourd'hui, les médecins libéraux, l'hôpital et les pompiers, alors peut-être dans certains territoires ils y arrivent, mais quand même dans beaucoup de territoires ils n'y arrivent pas, ils ont du mal à se mettre d'accord. Et effectivement, de toute façon, ce qu'il faut quand même voir sur l'organisation des soins, c'est-à-dire que c'est là où moi je trouve que les politiques sont déconnectés de la réalité et que beaucoup des représentants médecins valident cette déconnexion de la part du politique, c'est quand on entend à longueur de temps des acronymes de type CPTS, de type GHT, etc., où ça fait bien, machin, on dit qu'on veut organiser, là où, comme tu l'as dit, il va y avoir de plus en plus de données, où il y a un acteur qui s'appelle Doctolib qui va lui-même orienter les patients dans le cadre d'une pathologie. Parce que, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as une pathologie... C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que peut-être qu'en fait, c'est le patient lui-même qui va réorganiser le système de santé et pas ni les médecins ni les politiques. Alors, la question, c'est est-ce que c'est le patient lui-même ou est-ce que c'est l'application utilisée par le patient qui va lui faire croire qu'il prend le pouvoir et qui va décider pour lui comment on va organiser les soins et de toute façon... Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, je pense que c'est une autre tendance. Tu vois, je pense qu'il y a la tendance de la standardisation et le fait qu'il va falloir optimiser le temps médical. Et puis après, je pense effectivement que tu vas avoir le choix du patient. Et le choix du patient via des outils qui n'existaient pas avant et qui, du coup, va complètement faire en sorte que le patient va se comporter comme un consommateur et ne va pas simplement être comme un administré qui va à l'endroit le plus proche de chez lui. Parce que tu vas avoir des ratings, tu vas avoir des systèmes et tu auras une concurrence qui va se développer. Et comme aujourd'hui, la plupart, alors je vais remettre une charge, mais comme la plupart des représentants médicaux sont des gens d'un certain âge qui ne comprennent rien à ce qui se passe au niveau de la technologie et qui ont une vision à l'instant T de la situation, de la démographie médicale, où ils disent, certes, dans les métropoles, Doctolib, ça t'aide, mais dès que tu t'installes dans un territoire dépourvu en médecins, tu n'as pas de problème pour remplir ton cabinet. Je veux dire, ça... Tu auras de la concurrence de téléconsultation, par exemple. Il y aura la concurrence de téléconsultation, il va y avoir l'augmentation du numerus clausus qui va avoir de toute façon... Moi, je pense qu'on va être noyé de médecins. On va un impact. Il y aura les métiers il y aura ce qu'on appelle les métiers intermédiaires, etc., qui vont prendre la place. Et bien évidemment, comme tu l'as dit, il y aura l'algorithmie aussi, qui, à mon avis, sera capable de t'orienter sur, en gros, des pathologies simples, de type l'infection urinaire, etc. Et on l'a vu, et moi, je trouve que c'est très bien, il y a d'autres professionnels de santé qui, aujourd'hui, vont prendre une part dans le soin de plus en plus importante, notamment les pharmaciens. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, il va notamment, alors soit par la téléconsultation, les pharmaciens vont être un acteur de la prise en charge clinique, parce qu'ils ne vont pas du tout... Parce que comme ils vont perdre de la part de marché en termes de distribution de médicaments, eux, ils sont en train de se réorienter vers aussi de l'orientation, du dépistage, des mesures de santé publique, etc. Et donc dans cet environnement-là, effectivement, les médecins vont être complètement dépourvus. Et donc d'entendre aujourd'hui parler de CPTS, de GHT, d'assistants médicaux, etc. et ne pas avoir une vision un petit peu méta et en se disant, bon bah voilà, comment nous, médecins, on va s'organiser pour... créer la propre plateforme d'orientation parcours des patients. Et juste pour dire ça, l'exemple le plus criant, et ça, c'est tout le monde en parle, mais je veux dire, personne n'agit, c'est sur l'absence d'interopérabilité entre l'ensemble des acteurs de soins. Moi, je suis patient aujourd'hui, je ne trouve pas ça concevable que je vais à l'hôpital et je retourne voir un médecin en ville, il y a un... Oui, non, mais ça, là, tu es sur un marronnier, l'histoire de la catastrophe, du dossier patient partagé. Oui, mais je veux dire, là-dessus, parce que comme ce qu'on disait aussi, on a souvent tendance à pointer du doigt en disant c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'on s'interroge de manière collective si ce n'est pas de la responsabilité de ceux qui ont représenté la profession médicale, si aujourd'hui, on est autant à la ramasse sur tous les moyens modernes qui permettent de faire de l'interopérabilité, de faire du suivi patient, de faire du parcours patient.
Donc si on devait synthétiser un petit peu là, les différentes choses qu'on a dit, c'est comme avec toi, on refait le monde. Mais moi, les grandes idées, c'est l'idée sur l'université. Et je l'appuie parce que j'entends ça de partout, qu'il faut séparer l'universitaire du soin, au moins dans l'organisation. Il faut que l'université soit quelque chose d'indépendant et que des gens puissent s'y investir, mais ça ne doit pas être lié à la progression dans la carrière médicale. Ça, tu valides. D'accord. Ni d'ailleurs au mode d'exercice. Oui, ni au mode d'exercice, tout à fait, tu as raison. Donc ça, c'est le truc numéro 1. Enfin, tu m'as toujours dit d'ailleurs que c'était le truc 1. Et tous les gens à qui je parle me disent la même chose. Donc ça, je pense qu'on peut vraiment le valider. La deuxième chose, c'est mieux redéfinir la fonction de l'hôpital public. Mais là, on n'a pas vraiment abouti parce qu'il y a toujours cette histoire que, du coup, qu'est-ce qui va attraper ce que prend l'hôpital public aujourd'hui ? Et ça, je suis désolé, mais c'est quelque chose, on a du mal à y répondre. On a du mal à dire, oui, d'accord, on réoriente. Parce qu'il y a beaucoup d'universitaires qui seraient tout à fait d'accord pour aller sur la médecine de pointe. Le problème, c'est que tout le reste de ce qu'ils font, il faut bien que quelqu'un s'en occupe pour aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est eux qui le font. Donc ça, c'est un vrai sujet. J'ai pas l'impression qu'on ait identifié de pistes particulièrement innovantes là-dessus. Bah, si, tu permets à des plateaux techniques standardisés qui ne font pas de la pointe, de la chirurgie ambulatoire par exemple, ou d'exploration ambulatoire, en gros... Oui, mais tout le reste, si tu veux. Parce que si tu veux, tu peux faire par touche, mais au bout d'un moment, il y a un résiduel. C'est-à-dire tous les gens qui ne rentrent pas dans du programmé, qui ne rentrent pas dans la médecine de pointe, et qui sont tous les patients, il en reste des patients à l'hôpital. Ça, c'est vrai. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que t'en fais ? Je veux dire, où tu les mets, ces gens-là ? C'est effectivement, moi je pense qu'en gros, dans les soins non programmés, je pense qu'il faut réfléchir aussi sur la médecine ambulatoire, la médecine de ville. D'accord, donc c'est la médecine de ville qui doit prendre sa part. Exactement, c'est ce qu'on entend souvent. D'accord, ok. Et comme ça, elle décharge un petit peu l'hôpital, qui peut refaire sa médecine de pointe, Exactement. Et du coup, l'hôpital décharge un petit peu... Ou du plateau technique. Ok, d'accord. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la prospective qu'on a dit. En gros, tout va changer. Faut pas rêver le médecin artisan qui va retrouver sa totale liberté d'exercice. C'est pas quelque chose, franchement, qu'on imagine de manière très réaliste. Tu es d'accord avec moi ? On va plutôt aller vers une standardisation des choses. C'est là où on peut avoir une divergence. Moi, je pense qu'il faut trouver des systèmes qui permettent de garder... Alors, bien évidemment, on ne va pas être dans l'artisanat. Hein. Je pense qu'effectivement... ou alors, après, ça dépend de ce qu'on appelle artisanat. En tout cas, je pense que, effectivement, les process vont être de plus en plus standardisés, mais que néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a une standardisation des process qu'on ne doit pas préserver l'indépendance. Non, mais le médecin aura toujours la responsabilité. Mais déjà, il aura le contrôle, donc ça va déjà un peu aujourd'hui sur les standards. Non, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes quels sont... Moi, l'indépendance de la médecine, je m'en méfie. Parce que quand tu entends des médecins qui ont quand même été formés à la science, qui te sortent des médecines alternatives ou qui disent n'importe quoi, la liberté, je veux bien. Non, mais quand je dis... C'est pas l'indépendance c'est pas l'indépendance de la médecine, c'est l'indépendance des acteurs. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir de pression dans ta façon d'exercer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une pression politique, par exemple. Mais tu auras toujours une double pression. Tu auras une pression d'une part de la science qui te dit fais pas n'importe quoi parce qu'il y a quand même des données qui existent. Oui. Et puis tu as une pression du payeur qui te dit tout ce que tu fais un coup, il faut quand même que tu contrôles. Et je pense que néanmoins, il faut essayer de préserver, même si c'est un absolu et qu'il faut essayer de préserver au maximum cette indépendance dans le sens où il n'y ait pas une pression trop forte sur l'exercice de la pratique médicale. Sinon tu perds le sens et les gens sont démotivés. Et le quatrième point, qu'on a plutôt traité en fait au début, c'est le problème du management. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des types, comme tu disais, parce que c'est souvent des hommes, de faire à la fois de la recherche et surtout de gérer des équipes alors qu'ils ne savent pas le faire. Qu'ils n'ont pas la volonté de le faire. Tu m'avais raconté une anecdote extrêmement drôle sur quelqu'un qui t'avait dit, j'aimerais bien que tu me la re-racontes, quelqu'un qui t'avait dit qu'il était scandalisé parce qu'il était passé chef de service et qu'on lui avait demandé de gérer des problèmes logistiques. Effectivement, dans le cadre du Ségur de la santé, un des chefs de service du collectif Interhôpital, mais d'ailleurs il y en a d'autres qui sont passés à la télé pour ça, ont dit, moi... Aujourd'hui, je ne fais plus, donc il est chef de service, il dit mais je ne fais plus que des tableaux Excel. Et effectivement, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous pensiez faire d'autre en tant que chef de service ? Ouais, ça c'est vrai. Alors, certes, on peut revoir peut-être le tableau Excel, c'est pas l'alpha et l'oméga du management, ça on est certain, c'est une vision très analytique, il y a d'autres façons de voir aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est-à-dire que moi, à titre... C'est-à-dire que le type, il a demandé d'être chef de service, et en fait, il dit, mais attends, on me demande d'être chef de service. Il n'a pas demandé, il était PUPH, il est devenu par la loi divine chef de service, et il s'étonne de ce que c'est que le taf d'un chef de service. Il s'étonne de devoir manager des équipes. Exactement. Ça, donc, non, ça c'est vraiment, il faut que là-dessus, ça change. Et il y a quand même un cinquième point que tu as oublié,
qui à mon avis est un point fondamental parce que c'est celui qui va permettre de s'assurer d'une cohésion sociale. Il faut qu'enfin en France se développe une réelle assistance publique de la population avec des travailleurs sociaux qui sont rémunérés correctement, qui sont formés correctement, qui sont en nombre suffisant et qui ont des moyens. Et qui ne sont pas à l'hôpital. Et qui ne sont pas à l'hôpital pour accueillir la population et s'occuper de la population en amont et en aval des soins, mais aussi, comme on l'a dit, qui sont en capacité de faire de l'éducation populationnelle à la santé. Et justement, parce que pour moi, c'est l'un des enjeux majeurs, notamment par rapport à la vaccination, par rapport à la... C'est super intéressant ce que tu dis. Et je rappellerai du point de vue économique, parce que je fais un petit peu d'économie de la santé aussi avec l'équipe, c'est qu'en plus, ça ferait faire des économies. Bien sûr. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le social, il est fait sur des plateaux techniques hospitaliers, ce qui est une aberration économique, alors que ça pourrait être fait dans des choses qui sont plus adaptées à cette mission-là et qui coûtent beaucoup moins cher. Ce qui est, en plus, ça fait de la proximité, c'est de l'emploi non délocalisable. C'est-à-dire que là, on ne va pas envoyer quelqu'un dans un pays tiers pour pouvoir faire de la prestation, ou alors ça serait vraiment qu'on soit dans un système complètement... Bref. Mais je veux dire, voilà, c'est de l'emploi non délocalisable. Il faut avoir des gens hyper bien formés. Je veux dire, il ne faut pas continuer à... dire bon bah voilà on fait faire ça par des... Mais ça c'est un changement de mentalité aussi, hein, parce qu'une fois j'ai présenté une étude économique devant un parterre de médecins et j'ai montré qu'on avait une stratégie qui permettait de réduire la durée de séjour et j'ai des médecins qui m'ont dit mais non c'est scandaleux, notre rôle il est aussi social, être médecin c'est un travailleur social, et il y a des gens qui pensent comme ça. Voilà, alors notre rôle il est social, c'est-à-dire que le rôle de la médecine c'est de prendre en charge l'ensemble de la population, quel que soit son statut, ses capacités financières. Évidemment, c'est le serment d'Hippocrate. Oui, exactement, mais nous ne sommes pas un travailleur social. Voilà, c'est ça. Il y a des travailleurs sociaux et il faut absolument donner les moyens aux travailleurs sociaux. Et d'ailleurs, on l'a vu, et je finirai là-dessus, dans le cadre de la psychiatrie. Quand la psychiatrie a voulu sortir de l'hôpital, en fait, elle a voulu faire du travail social à l'extérieur de l'hôpital. Et au final, elle l'a mal fait. Et aujourd'hui, en fait, elle est sur des logiques qui ne sont pas des logiques qu'on appelle inclusives, parce que les logiques inclusives, elles ne sont portées que par les travailleurs sociaux. Et en gros, le médecin, il doit être là en tant que coordonnateur ou d'expert pour des situations données. Et une fois qu'il a fait son expertise ou qu'il a fait sa coordination, il faut qu'il laisse la place à d'autres acteurs. Et ça ne veut pas dire qu'on laisse les gens dans l'abandon le plus total. Ça veut dire qu'au contraire, on va permettre aux gens d'avoir une solution et d'avoir des accompagnements qui aujourd'hui n'existent pas et qui justement empêchent l'hôpital de fonctionner correctement. D'accord, merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi. Je pense qu'on a fait une bonne overview des différents sujets. En gros, c'est hyper compliqué quoi. Ouais. Il suffit pas de remettre de l'argent dans l'hôpital public pour trouver la solution. Non, ça c'est certain ça. Ok.